Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, nous allons faire un petit rétro-pédalage spatio-temporel puisque nous allons remonter au XVIIe siècle et je vais vous dire quelques mots d'un ouvrage qui est tombé un peu trop facilement selon moi en désuétude et qui mérite, je pense, votre attention si vous ne le connaissez pas et qui va m'amener une fois encore à vous parler d'un auteur français qui s'appelle Anatole France, vous savez, dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière avec le livre d'Enoch. Et bien cette fois-ci, le même auteur s'est intéressé à l'ouvrage dont je vais vous parler, à savoir le Conte de Gabalis. Alors, le Conte de Gabalis, qui a pour sous-titre « Ou Entretien sur les sciences secrètes », est un ouvrage singulier qui a marqué la littérature française du XVIIe siècle, publié anonymement, si on peut dire, en 1670, mais l'auteur n'est pas resté anonyme très longtemps, très vite il a été démasqué, et il s'agit de l'abbé Nicolas-Pierre-Henri de Montfaucon de Villars. Et dès la parution de ce livre, eh bien, ça a suscité quand même beaucoup de polémiques. Et pour cause, puisque 2 ans avant la publication de ce livre, eh bien, l'Église avait fait paraître un édit où c'était la fin des bûchers pour les sorcières. Donc on avait arrêté de brûler les sorcières, bon, et 2 ans après, paraît le Conte de Gabalis, qui est un livre très particulier, qui remet en cause beaucoup de choses, très sulfureux, on y parle de magie, on y parle de théurgie, on y parle... bon. Et en plus écrit par un ecclésiastique. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans laquelle s'est déroulée cette publication. Donc, je vais vous dire d'abord quelques mots de l'auteur, Nicolas-Pierre-Henri de Montfaucon de Villars. Il est né en 1635 près de Toulouse et est mort assassiné en 1673 sur la route de Lyon. L'abbé de Villars fut une figure atypique du clergé français. Issu d'une famille noble du Languedoc, il reçut une éducation classique avant d'entrer dans les ordres. Son esprit vif et sa plume acérée le conduisirent naturellement à Paris, où il fréquenta les cercles littéraires et intellectuels de son temps. Alors justement, sur la mort de l'auteur, le Conte de Gabalis en parle, parce que cette mort est restée très très mystérieuse. Alors qui a tué l'auteur de ce livre ? Certains disent que ce sont des brigands de grand chemin, comme il en existait. D'autres prétendent que ce sont les frères d'une société initiatique qui ont tué l'auteur parce qu'il avait justement franchi le Rubicon et délivré des secrets qu'il ne fallait surtout pas donner aux profanes. D'autres encore ont dit « Non, 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 il a été tué » par des créatures invisibles qu'on appelle les élémentaux. Puisque le Conte de Gabalis, et vous allez le voir, je vais entrer un petit peu plus dans les détails, parle justement du rapport entre les hommes et les élémentaux. Alors il faut savoir que, outre le Conte de Gabalis, l'auteur, donc l'abbé Villars, publia aussi des ouvrages critiques et satiriques. Et sa mort violente, justement, continue de faire polémique. Donc il y en a qui disent que bon, bah, c'est juste des brigands, d'autres, je vous dis. Donc ça continue de... Et puis ça alimente aussi le caractère sulfureux de l'œuvre. Alors, qu'y a-t-il dans le Conte de Gabalis? Alors déjà, évidemment, vous avez l'habitude de me suivre, Gabalis, si vous avez les oreilles bien ouvertes, on entend tout de suite Gabal, Gabal, Cabal. C'est donc, et oui, un ouvrage qui est codé. Aux surprises, sinon je ne vous en aurais pas parlé. Alors, le livre se présente sous la forme de 5 entretiens entre le narrateur et un mystérieux personnage qui s'appelle le Comte de Gabalis, supposé initié aux sciences occultes, à l'alchimie, au rosicrucianisme, enfin un sachant pour faire clair. Et cette structure dialoguée permet à l'auteur de développer progressivement ses idées tout en maintenant une tension narrative. Et donc c'est vraiment très très vivant. Et alors cette structure de dialogue, on la retrouve, je vous le donne en mille, dans des traités d'alchimie. Dans le Point Moindret, par exemple,
attribué soi-disant à Hermès Trismégiste. Question-réponse. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc, très très intéressant comme structure. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Ben justement, l'ouvrage expose une doctrine, la fameuse doctrine des êtres élémentaires, qu'on appelle des élémentaux, qui sont des créatures spirituelles associées chacune à chacun des 4 éléments, respectivement les sylphes pour l'air, les salamandres pour le feu, salamandre entre parenthèses qui était le totem de François Ier, demandez-vous pourquoi, refermons la parenthèse, les ondins pour l'eau, ou les naïades ou les néréides aussi, ça dépend de la gradation, et puis aussi les gnomes ou farfadets pour la terre. Mais ce qui a vraiment fait polémique, c'est la théorie du mariage spirituel. Aspect très très controversé. C'est le mariage spirituel entre les êtres humains et ces êtres élémentaires. Parce que selon le conte de Gabalis, ces unions permettraient aux créatures élémentaires d'acquérir une âme immortelle et en contrepartie conféreraient aux humains une puissance et des connaissances supérieures. Donc c'est une sorte d'invitation, de plébiscite à ce que les êtres humains se marient avec l'esprit des élémentaires pour obtenir, eh bien peut-être, des informations provenant de la terre, de l'eau, de l'air, enfin, en fonction des éléments. Bon. Alors, ça peut sembler un petit peu incongru, ce genre de choses. Mais voyez, dans le contexte, c'est une sorte de sorcellerie. Parler des esprits de la terre, du feu, etc., juste 2 années après la fin des bûchers pour les sorcières, vous avouerez quand même que c'est un petit peu chaud, comme on dit. En plus, écrit par un ecclésiastique. Et ça fait quand même beaucoup. Alors, il se trouve que, quand même, tout ce qui est dit ici, on le retrouve dans la Kabbale juive. On le retrouve aussi dans l'hermétisme. On retrouve aussi du néoplatonisme. On retrouve aussi ce qui est dit, parce qu'il parle de Paracels, quand même intéressant, eh bien, de la théorie des signatures, pour ceux qui connaissent un petit peu la spagyrie et une partie un petit peu végétale de l'alchimie, sans entrer dans des détails ici, eh bien, le conte de Gabalis, donc c'était pas, je dirais, pour moi, juste une petite fable, hein, c'était quand même bien construit, il y avait des sources qui sont tout à fait patentes, hein, et on retrouve du Paracels dedans. Bon, et puis on trouve aussi des traditions rosicruciennes. Bon, alors évidemment, cet ouvrage, vous pouvez l'imaginer, hein, a fait polémique parce que ça remet en cause le dogme de l'Église. Ça remet même en cause, alors ça je vous l'ai pas dit, je vous laisserai la surprise si vous vous intéressez à cette œuvre, eh bien de voir la chute d'Adam. Pourquoi Adam a chuté dans la matière? Et quel est le rôle à présent des hommes, dont nous autres, nous sommes les descendants donc des fils d'Adam, eh bien de restaurer notre état premier, notre état primordial, pour remonter vers le divin. Très très martiniste tout ça. C'est un petit peu ce qu'avait remis en avant Pappus, vous voyez, quelques siècles plus tard. Alors, en quoi ça a choqué? Eh bien parce que ça remet en question les dogmes chrétiens, l'histoire même telle qu'elle nous est dite, la cosmogonie, mais aussi parce que il y a des allusions, et plus que des allusions, à des pratiques magiques, à des pratiques de théurgie, à des pratiques évocatoires, à des pratiques invocatoires aussi. Et du reste, ce livre, le conte de Gabalis, a suscité vraiment des débats animés dans les cercles intellectuels de l'époque. Certains y virent une satire brillante de l'occultisme. Parce que d'un côté, il y a des enseignements qui sont un petit peu, si vous voulez, un plébiscite. Hein, il y a un côté zélateur. Hein, et d'un autre côté, il dit tout le contraire. Donc c'est presque du Macron avant l'heure, si j'ose dire. Hein. Il dit blanc, mais en même temps, il dit noir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si bien fait que cette dichotomie, cette opposition, pour nous lecteurs, on ne sait pas, si j'ose dire, si c'est du lard ou du cochon. À quel saint nous vouer? Faut-il y croire
ou ne pas y croire. Mais la croyance n'a peut-être rien à voir avec ça. Peut-être faut-il entendre, puisqu'il s'agit d'une gabalisse, donc lit la Kabbale, hein, Kabbalis, gabalis, je dis ça comme ça en passant, peut-être ne l'avez-vous pas bien entendu, vous remettrez dans ce cas la vidéo, mais le texte est très très parlant à ce niveau-là. Hein. Donc, il y en a même qui ont voulu brûler cette œuvre. On va dire des catholiques pratiquants qui voyaient justement l'extinction des bûchers des sorcières, la publication de ce livre. Ah non, 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 c'était une œuvre extrêmement licencieuse, extrêmement dangereuse. Il faut supprimer l'imprimatur à l'imprimeur, il faut faire un autodafé sur cet ouvrage. Donc vous voyez, il y avait vraiment une polémique. Donc pour moi, de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. À partir du moment où il y a l'acharnement de pouvoir temporel contre un ouvrage, personne, je dirais, ne vous oblige à le lire, ou peut-être même à m'écouter du reste. Hein. Donc, si vous voulez, chacun reste libre. Sauf que le fait qu'on ostracise comme ça un petit texte, ça cache quelque chose. Donc, ça vaut le coup. Moi j'aime bien, vous voyez, quand il y a quelque chose comme ça d'un petit peu mystérieux, plutôt que de me rallier à la bien-pensance qui me dit voilà, c'est ceci, c'est cela, je préfère aller voir par moi-même. Et puis alors, il se trouve que je suis allé voir par moi-même et j'ai trouvé effectivement des choses qui sont tout à fait intéressantes. J'aurai l'occasion de vous en dire quelques mots, de vous en livrer quelques mots dans mon prochain ouvrage sur l'alchimie qui vous donnera des clés pour vous permettre d'aborder l'alchimie, de comprendre l'alchimie. Et c'est même l'ouvrage que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté, que malheureusement je n'ai pas eu. Donc dans mon ouvrage, je vous éviterai des écueils, je vous éviterai effectivement des lectures parfaitement inutiles parce qu'elles sont complètement discursives, on reste sur place, ça n'apprend rien du tout, d'accord, contre des lectures qui, elles, alors sont moins connues sans doute, ou une approche peut-être un peu plus philosophique, on va dire, de l'alchimie qui vous permettront de le comprendre. Mais bon, je vous demande juste un petit peu de patience parce que je suis, comme vous le savez, très très occupé. Alors, n'empêche que ce roman a eu énormément d'impact, il a influencé beaucoup d'auteurs, pas simplement qu'en France, côté anglais aussi, et notamment, j'en arrive maintenant, à l'un des auteurs dont je vous parlais, à savoir Anatole France, qui s'est approprié le conte de Gabalis, qui s'en est même inspiré dans son roman La rôtisserie de la reine Pédoc. Et qui est paru, pardon, je tourne mes notes, en 1893, et qui est vraiment très très intéressant. Alors, de quoi parle le roman? Alors, c'est un roman, mais très très érudit. C'est ça qui est très très surprenant. Moi, j'avais, quand j'étais jeune et beau, il y a quelques années, j'étais resté sur le côté esthétique simplement d'Anatole France, sa belle plume, hein, c'est tout à fait vrai, mais j'ignorais totalement le bagage culturel, philosophique, métaphysique de l'auteur. Et là, en lisant, juste après le conte de Gabalis, la rôtisserie de la reine Pédoc, là, on ne peut pas passer à côté. Donc, on voit qu'Anatole France, c'est un sachant. Pour moi, c'est un initié. Mais il n'en fait pas étalage, il glisse ça dans des romans. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve donc dans son roman? La présence d'un mentor initiatique, tandis que dans le conte de Gabalis, c'est le conte lui-même, donc c'est la même structure. Et dans la rôtisserie, on retrouve l'abbé Jérôme Coignard, qui est un abbé qui a eu des petits problèmes avec les femmes, un abbé un petit peu défroqué, mais qui va initier le jeune Jacques Tournebroche, qui est le fils du rôtisseur, donc de la rôtisserie de la reine Pédoc, et qui va lui enseigner les bonnes manières, mais surtout les lettres. Donc cet abbé défroqué, Coignard, va lui apprendre le latin, va lui apprendre le grec, va lui apprendre l'étymologie, et lui donner aussi une façon de penser, une rhétorique très très platonicienne. Mais c'était quand même assez carré, ça restait un petit peu dogmatique. Et puis, un jour qu'il était en train de tourner la broche, eh bien, arrive un étrange personnage qui, en voyant les flammes de la rôtisserie, a vu une salamandre. Et donc, il entre dans la rôtisserie en disant « une salamandre, une salamandre ». Il fait un véritable esclandre, tout le monde est un petit peu apeuré, sauf Jacques Tournebroche,
Parce que figurez-vous qu'il voit la salamandre. Et ça interpelle tout de suite le personnage, ce conte mystérieux. Il ne s'appelle pas Gabalis, il a un autre nom. Et donc il se dit, si cet humain, ce Jacques, peut voir une salamandre, il faut que je m'occupe de cet enfant. Et donc il demande au père l'autorisation de prendre en charge Jacques Tournebroche et aussi l'abbé Coignard, tant qu'à faire, dans son château qui est après la porte verte. Tiens, verte. Amusante, c'est la couleur des initiés. Et donc il prend en charge les deux personnages pour leur conférer des informations. Seulement pour ça, il va dire à l'abbé, j'ai besoin de quelqu'un pour traduire du grec. Un vieux testament, je ne le connais pas bien. Est-ce que vous accepteriez, mon père, de traduire ce texte-là, pendant que j'instruirais le jeune Jacques d'autres choses? Et voilà où commence effectivement l'histoire de la rôtisserie. Et puis, Jacques, évidemment, va grandir. Enfin, je ne vais pas spoiler, comme on dit à l'heure actuelle, mais bref, dans les échanges, dans les dialogues, on a la même structure que dans le conte de Gabalis. Et vous qui êtes lecteur, pareil, vous allez être pris entre le marteau et l'enclume. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que c'est plus qu'une histoire? Est-ce que les enseignements qui sont divulgués ici font sens? Et oui, ils font sens. Si bien fait qu'en tant que lecteur, vous ne saurez pas de quel côté pencher. Et donc vous allez lire ce texte-là en étant toujours un petit peu en déséquilibre. Et on retrouve bien la volonté des maîtres alchimistes qui est de déstabiliser le mental pour entrer dans Kabbale, en hélio-Kabbale, dans la Kabbale solaire, où il faut chevaucher la langue du cheval, donc la Gabbale, Gabalier, Kabbale, pour entendre autre chose, peut-être par l'autre oreille, une langue des oiseaux, et percevoir quelque chose. Donc, dans ce roman, qui est franchement très bien fait, parce qu'il l'a adapté dans le contexte du XVIIIe siècle, et puis il a introduit aussi des préoccupations modernes, donc il a modernisé un petit peu la toile de fond du conte de Gabalis, et puis il a renforcé aussi l'aspect satirique, à la fois moqueur. En tout cas, moi j'ai adoré lire les deux, et c'est vraiment une expérience intellectuelle que je ne saurais trop vous inviter à vivre, parce que ça va vous amener à réfléchir, ça va très loin. Au-delà de l'histoire, on peut prendre l'histoire au premier degré, comme un enfant qui prendrait Cendrillon pour un conte ordinaire, alors que c'est bien plus que ça, évidemment. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc c'est vous donner la possibilité, à travers une petite histoire tout à fait anodine, il y a véritablement des enseignements qui sont très intéressants ici. Et puis tout y est dans la rôtisserie de la Reine Pédoc, l'avidité humaine, l'avarice, la faiblesse humaine, l'orgueil, l'ego. On retrouve tout un tas de choses qui sont très intéressantes. Alors, le conte de Gabalis, hormis évidemment Anatole France, a eu une énorme influence, notamment sur Alexander Pope, si vous connaissez, dans son ouvrage The Rape of the Lock, pour ceux qui parlent anglais, Walter Scott aussi. Théophile Gautier, et oui, le fameux auteur du roman de la momie, mais pas uniquement, qui était aussi un auteur qui cachait bien son jeu. Du reste, j'en profite ici pour ouvrir une courte parenthèse pour vous dire que dans les romanciers français de cette époque-là, il peut y avoir des petites histoires comme ça tout à fait anodines, mais qui contiennent en leur sein des enseignements, une substantifique moelle, un pollen extrêmement intéressant. Donc on voit bien que par le truchement de romans, sont vectorisés en fait des choses très intéressantes. Donc Théophile Gautier aussi, c'est un auteur à revisiter. Il y en a d'autres aussi. Alors vous avez sans doute entendu parler de la magnifique étude qui a été faite, je crois, il y a une dizaine d'années, de Patrice Ferté sur Maurice Leblanc et le fameux Arsène Lupin. Alors ça aussi, si vous ne connaissez pas ce livre-là, il faut aller voir. Eh bien dans Arsène Lupin, justement, Maurice Leblanc, eh bien, pareil, il vous transmet des petites choses. Alors là, c'est plus topographique, c'est plus sur des régions et c'est plus sur des directions.
Mais toute cette époque-là, il y a toute une brochette d'auteurs. Hein. Il y a aussi Théophile Gautier, il y a aussi Gaston Leroux. Vous avez aussi, alors là c'est un petit peu plus difficile d'accès, il y a d'autres auteurs. Bon, je ne vais pas vous parler de tous les auteurs, mais il y en a un. Alors là, j'ouvre une très très courte parenthèse qui s'appelle Victor Hugo, que je ne présenterai pas, hein, vous le connaissez, mais avec une œuvre particulière qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Et là, je suis en train de retravailler cette œuvre avec ma petite loupe, mes petits doigts musclés, et je suis en train de vous préparer un texte qui fera l'objet d'un livre, parce que je pensais que je pouvais faire une vidéo avec, et c'est tellement énorme que les liens alchimiques sont patents, et j'ai découvert un Victor Hugo inconnu comme Anatole France. Je pensais que c'était, bon, effectivement un homme politique, enfin, quelqu'un qui était impliqué dans la vie de la cité, qui avait une certaine aura. Je connaissais le Victor Hugo des tables tournantes de Jersey, donc qui était déjà, avec la mort de sa fille Léopoldine, bon, vous savez bien. Mais là, j'ai découvert un auteur initié. Parce qu'il y a des phrases dans Notre-Dame de Paris, il y a même un corpus, enfin ça va très loin. Et pourtant c'est un roman, hein. C'est un roman. Donc dans la littérature française de cette époque-là, donc 18-19e siècle, il y a sa truffe de choses intéressantes, et si Dieu me prête vie et si j'ai suffisamment de temps, je vous livrerai un jour une sorte de décodage de l'œuvre de Hugo. Alors je ne suis pas le seul à avoir mis le doigt dessus, vous pensez bien, parce que d'autres esprits très avancés s'y sont frottés bien avant moi, mais je pense que c'est le temps là de reprendre ça, d'autant plus qu'on veut mutiler Notre-Dame, vous voyez. Donc ça me fait mal aussi au cœur, comme ça faisait mal à Hugo à son époque. Bon bref, revenons sur le conte de Gabalis. Alors il n'empêche que l'influence du conte de Gabalis est tout à fait réelle. Même aujourd'hui, il y a même des sociétés, si on peut dire New Age, ou des groupuscules comme ça, qui n'ont pas hésité à piller ce qui est dit dans le conte de Gabalis, à le passer au mixeur de la bien-pensance et surtout de l'appauvrissement intellectuel pour vous servir un gloubi-boulga en disant voilà, c'est à nous, c'est nous qui l'avons inventé, c'est nous qui l'avons fait. Bon, c'est encore une fois un pillage médiatique comme nous en avons l'habitude. Voilà, donc ce livre est quand même très très intéressant. Alors je vais vous dire en quelques mots, si on peut dire, parce que vous connaissez ma faconde et mon côté bavard, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors déjà, ce que je vous recommande, c'est de lire les deux. D'abord, le conte de Gabalis, c'est très court, hein, ça doit faire, je pense, 110 ou 120 pages, donc ça se lit assez rapidement. Ce qui est un petit peu plus long, c'est effectivement La rôtisserie de la Reine Pédo d'Anatole France, mais de lire les deux, et vous allez voir, il y a comme des répons, comme on dit hein, à la messe, hein. Ça se répond de l'un à l'autre. Et puis surtout, les questions laissées en l'air ou en suspens dans le conte de Gabalis trouvent un développement intéressant chez Anatole France. Et parfois, dans Anatole France, la réponse se trouve dans le conte de Gabalis. Donc j'aime bien cette circulation ici, hein, qui montre ça. Mais ce que j'en pense, il ne faut surtout pas considérer le conte de Gabalis comme étant une histoire à prendre au pied de la lettre. Évidemment, c'est une fable. Évidemment, c'est un conte. Évidemment, c'est un récit métaphorique, extrêmement symbolique, et qui parle de notions subtiles. Pour moi, c'est un traité d'alchimie qui ne dit pas son nom, mais c'est bien plus que ça, car au-delà de la quête de la quinte essence, hein, c'est-à-dire l'essence du 5, hein, le cinquième élément que cherchent les alchimistes, il faut bien se rappeler quand même de quelque chose d'assez simple. Les fameux 4 éléments. Alors on va laisser de côté les esprits, les siffles, les ondins, bon, pourquoi pas, hein, mais c'est de l'esprit. Hein. Donc on ne parle pas d'une matérialité, on parle d'un esprit, donc de quelque chose qui est très très volatile. On est bien d'accord ici. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est lorsque l'homme s'alimente, eh bien il communie avec les 4 éléments. Si je mange mon beefsteak, il va passer à la flamme, le feu, et voilà la salamandre, totem de François Ier, dont je vous parlais tout à l'heure. Quand je bois de l'eau, voilà l'eau, et Dieu sait que mon corps étant composé comme le vôtre à plus de 75%, on est déjà dans l'eau. Lorsque je mastique mes aliments pour réduire le bol alimentaire qui se réduit, j'obtiens des oligo-éléments, des toutes petites molécules, c'est de la terre. D'accord ? Quant à l'air,
Elle me permet de sentir les poulardes et les rôtis dans la rôtisserie de la reine Pédoc ici, donc l'air. C'est-à-dire que dans notre véhicule, dans notre corps, nous sommes d'ores et déjà composés de ces 4 éléments. Alors peut-être que, en agissant d'une certaine manière, pourrait-on réveiller à l'intérieur de vous une étincelle divine, une petite flamme, quelque chose de très impalpable, de très spirituel, qui, en remontant du bocal, pardon pour ce truisme, eh bien permettrait de trouver cette quinte essence, ou l'essence du 5. Je vous rappelle que nous avons 5 sens. Donc transcender les 5 sens, c'est peut-être trouver autre chose. Donc je pense que ce petit traité d'alchimie, cette méthodologie, parfaitement illustrée par Anatole France ici, eh bien nous donne une sorte de vadémécum, des axes de réflexion pour opérer en nous-mêmes, ce que j'appellerais modestement une exaltation ou une transcendance primaire qui nous permet effectivement d'entrer dans un état de conscience, donc dans une conscience peut-être un petit peu plus ouverte ou un petit peu plus dilatée. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut comprendre eh bien, ces fameux élémentaux, du reste au singulier, éléments terre. Déjà, il faut se taire. Mais c'est dans la terre, donc en nous. Et en alchimie qualifiée d'interne, on ne travaille pas sur une pierre à l'extérieur de soi, c'est nous la pierre. Donc nous travaillons sur nous. Et effectivement, avec le concours d'esprit particulier ou de gradation particulière, comme une énergie, vous voyez, qui viendrait s'aligner selon un certain spectre ou une certaine harmonique, eh bien on parviendrait à éveiller à l'intérieur de nous cette petite flamme, cette étincelle divine, et c'est un sel du reste, voyez-vous. Donc tout ça pour vous dire que le conte de Gabalis, c'est un très très bon exercice si vous vous intéressez à l'alchimie ou si vous voulez cultiver votre ressenti. Alors il y a une approche très poétique aussi, magnifique dedans. C'est un niveau de langage, enfin c'est jubilatoire pour moi. Quand je vois la pauvreté intellectuelle des pauvres personnes à qui on tend un micro et qui vous expriment, si on peut dire, des idées qui n'en sont pas, eh bien là, dans ce petit opus, franchement, vous allez décoller, vous allez trouver des choses passionnantes. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo sur cet ouvrage. Alors évidemment, il y en a qui me diront « Oui, mais c'est des trucs de vieux, c'est poussiéreux ». Peut-être, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes, disait ma grand-mère, et je pense qu'elle avait raison. Donc aujourd'hui, où tout est sans dessus-dessous, on mélange tout, on dit n'importe quoi, je pense que ça fait du bien de repartir aux sources. Et donc cet ouvrage-là, qui a été balayé d'un revers de main par toute une, soi-disant, intelligentsia, si on peut dire comme ça, je pense qu'ils ont tort. Et faites-vous votre propre opinion, puis n'hésitez pas, pour les plus courageux d'entre vous, ou les plus curieux peut-être, eh bien de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout les personnes qui s'intéressent à l'alchimie, vraiment le conte de Gabalis, c'est un traité d'alchimie qui ne dit pas son nom, évidemment, qu'il ne faut pas rater. Du reste, la structure des dialogues, ces 5 dialogues, on retrouve ça entre Hermès Trismégis et Pointmoindresse, par exemple. On retrouve ça dans Limogeon de Saint-Didier, à plus d'un titre. Bon, le traité de la pierre. Bon, c'est la même structure. Donc déjà là, ça devrait vous mettre en chemin. Mais c'est très très abordable, c'est ce que je voulais dire. C'est pas abscon, mais il faut le lire comme étant une approche véritablement, oui, poétique. Laissez résonner les mots, laissez résonner ce que vous allez lire. Laissez-vous emporter. Mais effectivement, vous ne saurez pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est le but du conte de Gabalis. Donc ça va fatiguer votre raison raisonnante, votre mental intelligent qui essaye de comprendre, qui essaye de mettre l'engrenage qui va entraîner la petite roue, etc., dans le bon sens. Bien là, ça va être mis à mal. C'est exactement ce que font les maîtres. Ce que faisaient les anciens maîtres pour que le mental s'en aille et que vous entriez dans un mode de perception, de compréhension qui n'est plus cérébré, qui est gnostique. C'est une infusion.
Et le conte de Gabalis vous y invite une petite histoire. Voilà les amis, j'étais très bavard, comme d'habitude, j'espère que vous me pardonnerez. Merci aux personnes qui ont eu la gentillesse de soutenir mon travail, qui m'ont envoyé des petits dons, c'est adorable, je ne pensais pas avoir une telle audience. Moi je fais ça vraiment pour vous transmettre, mais ça nécessite pas mal de temps, pas mal de recherche, et votre soutien est le bienvenu. Ça me permet d'acquérir des ouvrages pour mieux pouvoir effectivement vous présenter d'autres auteurs. Donc merci, en tout cas ça me touche beaucoup, et j'espère créer une effervescence, une émulation en vous. C'est ce qui me motive en tout cas mon travail. Voilà les amis, merci encore de votre fidélité, de vos commentaires, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur une autre thématique.